Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Le gouvernement accélère sur la sécurité routière. La réduction de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires a été entérinée cet après-midi, suivie d'une batterie de mesures pour endiguer le nombre de morts sur les routes. Le détail et les réactions dans un instant. La barre des 100 000 demandeurs d'asile franchie en 2017, un niveau historique jamais atteint en France, alors que la future loi visant à réduire l'immigration irrégulière suscite déjà la polémique. Le débat dans cette édition. Peut-on interdire les fake news? Emmanuel Macron, lui-même victime de ces fausses informations pendant la campagne présidentielle, veut une loi, mais son initiative ne convainc pas. L'opposition dénonce une atteinte à la liberté d'expression. Le décryptage est à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats en direct sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Nous vous en parlions dès hier. Le gouvernement va donc abaisser la vitesse de 90 à 80 km/h sur les routes secondaires. C'est la principale mesure d'un dispositif plus large qui vise à endiguer la mortalité sur les routes. Jordan Klein. Rendre les routes plus sûres en 2018, c'est la volonté annoncée par le gouvernement. Pour y parvenir, plusieurs idées sont sur la table, à commencer par la réduction à 80 km/h des routes nationales et départementales à double sens. Au total, cela devrait concerner 400 000 km de route et pourrait épargner environ 400 vies par an. Seulement, cette mesure est loin d'être populaire. Près de 60% des Français y sont opposés. Autre possible nouveauté, l'élargissement des éthylotests anti-démarrage. Aujourd'hui, une décision de justice est nécessaire pour imposer ce système à un conducteur déjà suspendu pour alcoolémie au volant. Et l'idée serait alors de faciliter le processus. Un simple avis médical pourrait suffire. Lutter contre l'alcool au volant donc, mais aussi durcir les sanctions contre l'utilisation du téléphone, responsable d'un accident sur 10. Pour cela, les ministres souhaiteraient la suspension du permis des conducteurs utilisant leur mobile à proximité d'un passage piéton ou d'une école. Autre population dans le viseur du gouvernement, les jeunes. Ils pourraient voir la durée de leur permis probatoire passer de 3 ans à 4 ans. Et une infraction les obligerait à suivre plusieurs heures de formation. L'objectif est donc de sanctionner plus sévèrement chacune des causes de mortalité routière. Reste à savoir désormais quelles mesures vont finalement être validées. Et on retrouve tout de suite Tam Tranui pour une première réaction à cette réduction de la vitesse à 80 km/h avec le sénateur Les Républicains de Paris, Philippe Dominati. Philippe Dominati, bonjour. Bonjour. Cet après-midi se tient donc le comité interministériel sur la sécurité routière qui va acter la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires. Est-ce que c'est pour vous une bonne mesure pour réduire le nombre d'accidents ? En tout cas, ce n'est pas une mesure qui est prise avec la concertation qui aurait dû être nécessaire. Et c'est plusieurs fois que le gouvernement ne pratique aucune concertation pour prendre des mesures, premièrement. Deuxièmement, en tant que Parisien, j'ai déjà Madame Hidalgo et je regrette que le Premier ministre ne prenne pas l'exemple de ce qui s'est mal passé à Paris pour le faire sur le plan national. Sur la réduction de la vitesse sur le périphérique parisien, par exemple ? Sur le périphérique parisien ou la fermeture des voies sur berge en partie. Paris est totalement encombré. Ça n'a eu aucun impact ou plus un impact négatif. Et les études d'impact auraient dû être faites sur ce plan-là. C'était plutôt sur l'impact environnemental sur ce sujet-là. Là, on parle vraiment plutôt des accidents. Non, mais là, c'est effectivement pour la sécurité routière. Tout ce qui est pour la sécurité routière, c'est une bonne chose. Et si on annule totalement la voiture, on aura une sécurité absolue. Mais c'est une mesure extrêmement classique. Elle n'est en rien moderne. C'est une mesure d'ordre préfectoral. On l'a connue par le passé à plusieurs reprises. Il aurait peut-être mieux valu de trouver des solutions différenciées pour les automobilistes. J'aurais trouvé ça plus contemporain, plus moderne, plus adapté à la technologie d'aujourd'hui. Il y avait pas mal de choses à faire. Par exemple, cette mesure est d'un classicisme qu'on a connu dans beaucoup de pays, avec très peu d'effets. Et enfin, quatrième raison, il y a un coût. Qui va payer ? C'est le contribuable, ça j'ai bien compris. Est-ce que c'est le contribuable départemental, les départements ou l'État ? Ce coût-là, moi en tant que rapporteur spécial de la sécurité à la Commission des finances du Sénat, je n'ai pas pu obtenir des moyens spécifiques pour nos forces de l'ordre qui sont déjà débordées. Alors soit on met des agents
en plus pour respecter une mesure qui sera très peu respectée parce que malheureusement, difficile de faire on sait respecter très une telle bien limitation de vitesse qu'elle n'est pour pas vous. très pragmatique. On sait qu'elle est très technocratique et il n'y a pas de budget en face. Alors tout ça me semble un peu fait, malheureusement, un peu en dépit du bon sens. Édouard Philippe fait valoir que les expérimentations qui ont été menées ces dernières années, même si l'on n'a pas encore les résultats officiels, Qu'il les ont montre. été probantes pour lui. Qu'il les montre. C'est très simple d'affirmer des Il estime études qu'on qui peut ne sont avoir pas publiées. moins 350 morts par an. Non. Lorsqu'on parle des moins 350 morts par an, ça vaut la peine, effectivement, de trouver des solutions pour réduire le nombre de victimes sur la sécurité routière. Mais faisons un vrai projet, des vraies solutions. Là, ils nous présentent des études... de solutions différenciées. De quoi parlez-vous exactement ? On sait que la technologie nous permet de faire des choses. Maintenant, dans le véhicule d'aujourd'hui, ce n'est pas le véhicule d'il y a 20 ans. On sait que certains véhicules peuvent être bridés d'une certaine manière. Il y a certaines zones géographiques qui peuvent être bridées. Il y a certains tronçons de route qui sont particulièrement dangereux qui peuvent être bridés, peut-être même par la technologie. C'était plus simple que de prendre une mesure digne d'il y a 20 ans ou 30 ans. Je réduis de 10%. Et puis finalement, dans 4 ou 5 premiers ministres, à force de gradation de moins de 10 km/h par an, ou tous les 5 ans, on sera à zéro. Et puis il n'y aura plus de victimes de la sécurité routière, ou en tout cas des accidents de la route. Certains élus, notamment de la ruralité, estiment bien que leur territoire serait d'autant plus enclavé. Ils ont 1000 fois raison, malheureusement. Moi, ce n'est pas mon cas. Encore une fois, à Paris, vous êtes élu on de a Paris. des nuisances d'une autre manière, par une vision technocratique, je dirais, de la nécessité de prendre la voiture comme un outil de travail. Dans les zones rurales, mes collègues, évidemment, sont furieux. Ils disent c'est des mesures prises par quelqu'un qui n'a pas l'occasion d'utiliser son véhicule personnellement pour des raisons de travail. Merci beaucoup Philippe Dominati d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette première réaction. Qui, pour diriger le Parti socialiste ce matin, l'ancien ministre Stéphane Le Foll s'est déclaré candidat. Mais à l'approche du Congrès, ce sera au mois d'avril, la candidature de ce proche de François Hollande ne fait pas l'unanimité. Jérôme Rabier. Une semaine après l'annonce de la non-candidature de Najat Vallaud-Belkacem, c'est un fidèle de François Hollande qui se lance dans la bataille. Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement et ministre de l'Agriculture lors du quinquennat précédent, a décidé de prendre ses responsabilités. Je suis décidé à relever un défi, des défis. Nous allons parler de pour ces lesquels le Parti socialiste a besoin à la fois de se renouveler, de s'adapter, d'être à nouveau entendu. Et c'est ce que je propose aux militants, puisque c'est à eux maintenant de trancher. Réélu député de la Sarthe en juin dernier, sans concurrent En Marche face à lui raille ses détracteurs, il souhaite renouveler le parti et évoque même un changement de nom. Une transition en douceur après le quinquennat Hollande, qui n'est pas du goût de l'aile gauche du Parti socialiste. Stéphane Le Foll, il incarne la continuité. Donc ça, si les socialistes veulent ça, il ne faudra pas qu'ils s'étonnent. On est à 8% dans les sondages depuis maintenant, bien avant même les candidatures de Benoît Hamon. On dépassait pas les 8. Si on veut rester à ce niveau de discrédit global, il n'y a qu'à continuer. Député européen tendance frondeuse, Emmanuel Morel a annoncé qu'il serait évidemment candidat au poste de premier secrétaire. Face à eux, Luc Carvounas, député du Val-de-Marne, parti en campagne dès l'automne, tentera de défendre une position plus centrale. D'autres candidats comme le patron des députés Nouvelle Gauche, Olivier Faure, ou Julien Drey, pourraient se déclarer d'ici au 27 janvier, avant l'élection prévue le 29 mars et pour laquelle seuls les militants du parti sont amenés à s'exprimer. Et on continue les réactions avec vous, Tam Tranui. À votre micro, c'est l'ancien ministre, sénateur socialiste du Nord, Patrick Kanner. Patrick Kanner, bonjour. Bonjour. On va d'abord parler de la candidature aujourd'hui de Stéphane Le Foll pour prendre la tête du Parti socialiste. C'est votre candidat, votre ancien collègue du gouvernement. Que représente-t-il pour vous au sein du Parti socialiste ? Je ne cache pas que c'est pour moi une forme de soulagement, même s'il y a bien sûr d'autres candidatures légitimes représentant ce mouvement social-démocrate, cette gauche de gouvernement assumée. Mais il est vrai que Stéphane Le Foll, il a de l'expérience
au sein du Parti socialiste, de l'expérience comme membre du gouvernement. Il a été porte-parole et un porte-parole extrêmement dynamique. Et puis c'est un battant. Donc c'est quelqu'un qui peut porter non seulement du fond, il l'a montré dans un texte récent quand il a appelé à choisir Jaurès pour la future ligne politique du Parti socialiste, et en même temps, sur la forme, c'est quelqu'un de très dynamique. Il coche toutes les cases pour vous, pour refonder le Parti socialiste que certains disent exsangue, lui-même le dit exsangue, certains en prédisent même la mort. Oh, vous savez, le Parti socialiste est une organisation humaine, donc elle peut mourir comme n'importe quelle organisation humaine. Il est vrai qu'aujourd'hui nous sommes en grande difficulté, peut-être 30 000, 40 000 adhérents au moment du Congrès, avec beaucoup d'espoir. Donc nous sommes aujourd'hui une petite formation politique par rapport à ce que nous avons été. Nous avons vendu le siège du Parti socialiste, ça a été une décision financière, mais en dehors de ça, la question, c'est est-ce que nos valeurs ont disparu? Je pense que la réponse est non. Je ne suis pas un pompe funèbre ou un croque-mort. Moi, je suis là pour défendre cette partie de cette gauche assumée, social-démocrate, encore une fois, qui est capable d'exister par rapport à une forme de rouleau compresseur qui est celui aujourd'hui du président de la République et de son parti politique. Je pense que on n'est pas là devant un parti démocrate. C'est peut-être ce que voudrait Emmanuel Macron. Je pense qu'il y a une place pour les socialistes dans ce pays. Est-ce qu'il faut changer le nom du Parti socialiste? C'est ce que veulent certains pour vraiment acter cette refondation. Ça serait cosmétique si ce n'est que cela. Oui, le nom est important, mais le nom doit, j'ai envie de dire, cacher un grand mouvement de refondation. Stéphane Le Foll l'a évoqué ce matin sur une chaîne de radio en disant les socialistes, dans une logique de mouvement. Je pense qu'il a raison sur le thème du mouvement. Il faut que nous reprenons le mouvement. Nous avons été des gestionnaires, nous avons été des gouvernants, nous avons été des opposants, nous le sommes encore aujourd'hui, même si nous sommes dans une opposition qui sait dire oui quand cela va dans le bon sens pour le pays, mais l'objectif pour nous, c'est d'avoir une incarnation. Pour moi, Stéphane Le Foll, mais peut-être comme d'autres, nous le verrons bien au fur et à mesure des jours qui vont s'écouler, Stéphane Le Foll est pour moi un partenaire potentiel de cette reconstruction et il a envie d'y aller. Vous savez, c'est important d'avoir envie dans une période très très difficile pour nous. Justement, vous le dites, les socialistes ont été gestionnaires. Est-ce que ce n'est pas un problème justement dans la candidature de Stéphane Le Foll, alors même que le quinquennat n'a pas laissé que de bons souvenirs pour certains? Faudrait-il reprocher à Stéphane Le Foll d'avoir été loyal à François Hollande? Faudrait-il lui reprocher d'avoir travaillé pour le pays comme membre du gouvernement? Ce serait quand même fort de café, permettez-moi l'expression. Non, Stéphane Le Foll ne fait pas de la politique en regardant dans le rétroviseur. Il regarde devant lui, il aura des idées, des projets pour le Parti socialiste et donc pour la France. Et en même temps, il ne renie pas notre passé. Ce n'est peut-être pas un passé aussi glorieux que nous l'aurions espéré, mais quand même, nous avons fait bouger les lignes. Et je pense que le premier à en bénéficier aujourd'hui, c'est celui qui a été le collaborateur de François Hollande, c'est celui qui a été son ministre pendant 4 ans, globalement, c'est Emmanuel Macron. Et on voit bien au niveau des chiffres de la croissance aujourd'hui retrouvés, et c'est tant mieux pour le pays. Une dernière question, on voit qu'il y a de nombreux candidats qui sont en train de s'annoncer, Stéphane Le Foll, Luc Carvounas, Emmanuel Morel, on parle aussi d'Olivier Faure, de Julien Drey. Est-ce que les appétits s'aiguisent? Est-ce qu'on ne court pas à la division? Ce serait la plus grande difficulté pour ce congrès. Moi, j'ai un raisonnement qui est très simple. Si nous sommes capables d'être d'accord sur le fond, mettons-nous d'accord sur un nom. Aujourd'hui, il y a un nom qui est sorti du chapeau, Stéphane Le Foll. Je crois que c'est un nom qui est crédible. Moi, je militerai pour qu'il soit un nom de rassemblement et d'unité des socialistes. Merci beaucoup, Patrick Caner, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci à vous, Tam. On en vient à présent au premier débat de Sénat 360 consacré à l'épineux dossier de la sélection à l'université. En effet, il ne reste plus que quelques jours aux établissements pour boucler leurs critères d'entrée dans un nouveau logiciel qui est censé remplacer la plateforme APB. Mais le calendrier paraît très serré, parfois intenable pour certains. Cécile Sixou. Un nouveau nom, Parcoursup et une nouvelle formule. En 2018, le système d'admission post-bac fait peau neuve. Désormais, les lycéens n'auront plus que 10 vœux à remplir sans classement par ordre de préférence, contrairement à l'ancien système où ils devaient hiérarchiser une vingtaine de vœux. Autre nouveauté, pour accéder à l'enseignement supérieur de son choix, l'élève aura désormais besoin de l'avis des professeurs. Du côté des syndicats, on craint une surcharge de travail pour les enseignants. Ils sont censés formuler un avis sur chacun
les 10 vœux de chaque élève. Donc avec une moyenne de 35 élèves en terminale, vous examinez 350 vœux. D'autre part, on sait que autant certaines formations sont bien connues des enseignants du second degré, ils voient exactement quelles sont, ce que ça recouvre en termes de contenu, autant d'autres sont quand même moins connues. On a un nombre de formations très, très, très important. Enfin, pour rentrer dans le supérieur, il y aura désormais des attendus, c'est-à-dire qu'une université pourra accepter un élève si et seulement si il se remet à niveau dans une matière. Là encore, les modalités sont toujours à l'état de réflexion. L'idée, c'est que les universités disent oui à tout le monde. On ne dit non à personne, c'est-à-dire que vous êtes bien inscrit dans la licence de votre choix. Par contre, on considère qu'à l'intérieur des enseignements de cette licence, il y en a que vous allez pouvoir suivre directement parce que vous avez toutes les chances d'y réussir. Et pour d'autres, vous avez besoin qu'on vous prépare. Point positif de la réforme, d'après le ministère, 70% des élèves seront fixés avant de passer leur bac et aucun étudiant ne terminera sur le carreau. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Gilles Roussel, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la conférence des présidents d'université, par ailleurs président de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Abdoulaye Diarra, vous êtes le vice-président de l'UNEF. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mathieu Elie, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur des universités à Versailles-Saint-Quentin. Vous êtes le président de l'association des sociologues enseignants du supérieur et vous êtes à l'initiative de cette pétition. La sélection n'est pas la pétition qui a recueilli 3500 signataires à ce jour. N'est pas la solution, pardon. Et j'accueille enfin Pierre Ouzoulias, vous êtes sénateur communiste des Hauts-de-Seine. Merci d'être avec nous. Première question pour vous, Gilles Roussel. Est-ce que vous pensez que les universités seront prêtes on l'a dit, il ne reste plus que quelques jours avant que ce site Parcoursup ne soit ouvert aux étudiants. Alors, à ce stade, ça dépend ce qu'on appelle être prêt. Il y aura les informations qui seront disponibles sur Parcoursup. Aujourd'hui, probablement que la plupart des formations ont rempli à minima les informations dans le site Parcoursup qui ressemble beaucoup à PB, il faut bien le reconnaître d'un point de vue de l'ergonomie, donc on n'est pas perdu par rapport au nouveau système d'information qui nous est proposé. Les informations qui seront présentes, c'est principalement les capacités d'accueil des formations et probablement les attendus qui seront ceux, dans la plupart des cas, les attendus nationaux qui ont été proposés avant les vacances. Mais qu'est-ce qui change pour vous alors, pour les universités ? Alors ce qui va changer pour les universités à ce stade, rien. Puisque globalement déjà on définissait des capacités d'accueil dans la plupart de nos formations et dans la plupart des cas là où il y a des attendus aujourd'hui qui sont définis au niveau national, on avait dans chaque université, on précisait qu'est-ce qu'on attendait comme compétence d'un étudiant pour rentrer dans nos formations et donc en termes à ce stade, pas beaucoup de changements du point de vue de l'université. Ce qui va changer, c'est dans les phases qui vont suivre. Quel regard portez-vous justement sur la mise en œuvre de cette réforme, Abdoulaye Diarra ? Est-ce que vous avez des inquiétudes sur la calendrier ? On est très sceptique notamment sur la question du calendrier parce qu'aujourd'hui, on peut le regarder quand on regarde un peu la réaction sur les différents établissements universitaires. C'est plusieurs universités où pour le coup, le vote des attendus a été repoussé parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup d'étudiants qui expriment leurs inquiétudes, un corps enseignant qui est très sceptique sur cette réforme et surtout, effectivement, à ce stade-là, on a une réforme qui a fait le choix de prendre peau neuve et donc de changer son nom, mais par contre qui masque un peu le fait aujourd'hui d'une sélection qui ne dit pas son nom, mais surtout, aujourd'hui, une vraie inquiétude parce que faut pas oublier un élément, c'est que ce sont des lycéens qui vont être, entre guillemets, confrontés à ce système avec dans certains cas des universités où les attendus sont toujours pas remontés, avec des informations qui sont plus que, entre guillemets, difficiles à obtenir, et surtout des lycéens qui doivent faire leur choix d'orientation, alors même qu'aujourd'hui, on le voit, on est incapable d'expliquer aujourd'hui à un lycéen qu'est-ce que vont être les attendus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va demander à les lycéens de remplir leur feuille d'orientation, leurs 10 vœux, alors qu'ils ne peuvent bénéficier d'aucun accompagnement, parce qu'hormis les établissements qui sont encore en train de délibérer sur la question des attendus, personne n'a la moindre information, donc globalement, ils vont s'orienter un peu dans l'inconnu. Mathieu Elie, je vous vois faire oui de la tête. J'approuve ce qui vient d'être dit, dans le sens où c'est une réforme qui met un peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que l'objectif qui est affiché, c'est de pratiquer une sélection, mais en fait, les universités devront quand même inscrire
C'est tout le débat. Je C'est vais vous donner la justement parole. toute la- Bruxelles, on a- après. alors les informations tombent au compte-gouttes, donc évidemment, elles peuvent être contradictoires d'ailleurs. Parce qu'on Mais- a entendu, Frédéric Vidal dire on dira oui à tout le monde, tout le monde aura une place. Ah oui, il y a oui, plus de mais sélection. quand vous Pourquoi faire épluchez, une loi, alors quand vous épluchez le document qui nous a été transmis juste avant les vacances, parce qu'évidemment, pendant les fêtes, on n'a que ça à faire. On apprend qu'on va distinguer entre établissements sélectifs, donc les grandes écoles, les classes préparatoires, et les établissements non sélectifs comme les universités. Et les établissements non sélectifs ne vont pas pouvoir refuser les lycéens qui vont faire leurs vœux tout de suite maintenant. Si ces lycéens n'ont pas le niveau, ne remplissent pas les attendus, les universités vont devoir leur proposer des parcours d'accompagnement personnalisés pour les Des remettre à remises niveau. J'ai posé la question dans mon université, où en est-on? Est-ce qu'il y a des réflexions? Comment vont être mis en place ces parcours d'accompagnement? Je n'ai pas de réponse. Alors peut-être Gilles Roussel et je vous donnerai la parole Pierre Ouzoulias. Donc oui, sur la question de la sélection, moi je m'inscris en faux. Il n'y a à aucun moment dans le texte qui est proposé, la question de la sélection est évoquée. C'est des questions, effectivement, les filières universitaires, et c'est ce qu'a rappelé la ministre tout à l'heure, seront ouvertes aux étudiants, mais comme avant, avec des capacités d'accueil, donc dans la limite des capacités d'accueil. Donc soit il y avait de la sélection avant... On ne va pas demander aux universités de mettre des critères, malgré tout, pour justement sélectionner les dossiers? Non, on ne va pas sélectionner les dossiers. On va faire la différence par rapport à avant, c'est que précédemment, on avait un tirage au sort qui faisait la sélection. Aujourd'hui, on va pouvoir classer les étudiants en disant cet étudiant a plus de chances de réussir qu'un autre, et donc je vais classer les étudiants de telle sorte que celui qui va rentrer à l'université aura plus de chances de rentrer dans le système et d'y réussir. C'est ça la différence principale. Après, on peut être d'accord avec le tirage au sort, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens autour de la table qui puissent être d'accord avec ça. Alors, classement, tirage au sort, Pierre Ouzoulias. Oui, il y a quelque chose que je ne comprends plus. Si rien ne change, pourquoi faire une loi? Autant en rester à ce qui se faisait avant. Et deuxièmement, le problème fondamental, le problème de fond n'est pas traité. Le problème de fond, c'est qu'il y aura 40 000 lycéens supplémentaires qui vont se diriger vers l'université. Et aujourd'hui, les universités, avec les moyens faibles qu'elles ont, ne peuvent pas les accueillir. Donc le problème de fond, et ça, la ministre, elle doit nous répondre là-dessus, quelle est l'ambition de son gouvernement pour permettre à ces jeunes, aujourd'hui, d'avoir un parcours de formation dans l'enseignement supérieur? C'est la question de fond. Voilà. Elle y a répondu par le budget, en ne donnant aucun moyen supplémentaire à l'université. J'ai voté contre ce budget. Voilà. Deuxième point essentiel, le baccalauréat est le premier diplôme de l'enseignement supérieur. C'est le diplôme qui donne accès à l'université. Le tirage au sort est par conséquent illégal. Le gouvernement précédent, de façon tout à fait hypocrite, a sorti une circulaire pour couvrir, soi-disant, les présidents d'université. Partout où cette circulaire a été déférée devant les tribunaux administratifs, elle a été balayée. Tout simplement parce qu'elle est illégale. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on nous explique aujourd'hui qu'on fait une loi pour éviter le tirage au sort. Le tirage au sort, il est illégal. Et avec le code de l'éducation tel qu'il est aujourd'hui, le tirage au sort est illégal. Voilà. Il n'y aura plus de Donc, tirage au sort. il faut que Mme Vidal nous explique exactement pourquoi elle veut faire une loi. Voilà. Elle veut la sélection, qu'elle le dise. Voilà. Aujourd'hui, je ne vois pas. C'est votre sentiment aussi? Oui, c'est une exactement. sélection cachée, Oui, c'est malgré le remplacement du logiciel APB? Bah oui, mais surtout, je vais reprendre un peu l'exemple qui a été donné tout à l'heure, l'idée de dire qu'on va classer les étudiants en fonction de si oui ou non ils auraient des chances de réussir et en fonction des capacités d'accueil. Je prends un exemple un peu bête. Dans une université où on va avoir 40 places et qu'on va avoir 150 dossiers, bah effectivement, quand on classe 40 dossiers comme étant prioritaires, c'est que on accepte d'exclure 110 étudiants de la filière de leur choix. Et donc effectivement, aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que les établissements universitaires, alors sur la base de ces attendus, alors effectivement, on peut se poser des questions sur la question des attendus et sur leur mise en place. Je prends le cas de la filière de STAPS où l'attendu est très général et donc permet par exemple à un établissement ou à un correcteur de se dire, bah en fait, un jeune qui a un diplôme du BAFA, donc qui globalement est obligé de payer des centaines d'euros pour pouvoir obtenir ce diplôme, il peut être vu comme étant préférentiel à un étudiant qui simplement, parce qu'il a eu sa licence, n'a pas eu les moyens et a dû se contenter, entre guillemets, de ses études sportives, ses études scientifiques et ainsi de suite. Et donc là, on a une réforme qui nous dit,
on est contre le tirage au sort, mais effectivement, c'est un peu ce qui a été dit précédent, c'est que là, aujourd'hui, on a une loi qui vient réglementer le fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des étudiants n'auront pas accès à leur filière de leur choix, et qui vient poser un critère, c'est le fait que par rapport à l'avis du conseil de classe, par rapport aux décisions des différents établissements universitaires, avec chacun leur propre profil, avec chacun leur propre modalité de définition des attendus, un jeune, en fonction de s'il habite sur Paris, s'il habite sur Montpellier ou s'il habite sur Bordeaux, il ne sera pas sélectionné de la même manière et malheureusement, il n'aura pas les mêmes chances de réussir et de pouvoir continuer ses études en fonction de si oui ou non il a les moyens de prendre un train et de s'acheter un appartement sur Paris. Gilles Roussel, on sélectionnera davantage les bons dossiers. Ça pose la question de la définition de ce qu'est un bon dossier. J'ai l'impression que on a l'impression que le système était parfait précédemment et que tout allait bien. Donc il faut arrêter de dire que le système était parfait, tout étudiant qui voulait aller dans telle filière était accepté, y allait et il n'y avait pas de problème. Moi, je sais que j'ai reçu tous les ans des étudiants qui voulaient aller dans certaines filières qui n'ont pas été acceptés, à qui j'étais incapable d'expliquer pourquoi ils n'avaient pas été acceptés. Le problème de fond de l'accès, ça a été dit tout à l'heure, c'est la question des moyens. Globalement, il n'y a pas assez de moyens dans l'enseignement supérieur, université et globalement l'ensemble du système pour accueillir l'ensemble des jeunes qui arrivent dans l'enseignement supérieur. C'est ça le problème de fond. La question ensuite de la loi, c'est d'une part éviter, donc c'est la question des vœux. Donc c'est avoir la capacité pour un jeune de proposer des vœux non classés qui lui permettent, plutôt que de faire des choix a priori, de dire en fonction d'une stratégie, je vais mettre celui-là en premier puis celui-là en second, et puis de se faire une autocensure sur ses choix, de faire des choix libres et d'attendre les retours des établissements pour dire oui ou non, c'est cette filière-là que je vais accepter ou pas. Donc de mon point de vue, c'est extrêmement positif. Et la deuxième chose, c'est que ensuite, quand un étudiant va être pris dans une université, parce que dans les universités, moi aujourd'hui j'ai 14 000 étudiants qui veulent candidater dans mon université en STAPS, avec 150 places d'ouvertes. Je ne vais pas pouvoir du jour au lendemain, quoi qu'il arrive, quel que soit le système qu'on mette en place, même avec de nombreux moyens, accueillir 14 000 étudiants. Vous êtes d'accord avec ce constat? Donc à partir de là, il va falloir choisir. Donc quand on choisit, il faut être capable d'expliciter aux jeunes pourquoi on a choisi et pourquoi on n'a pas choisi. On n'est pas obligé d'être malthusien quand on fait un choix. On peut faire un choix en disant on a tel type d'étudiants qu'il faut préserver. On évoquait des questions de boursiers, des questions d'étudiants. Les universités peuvent avoir des stratégies, des politiques qui soient aussi intelligentes. Et les procédures seront transparentes, vous le garantissez? Et les procédures sont transparentes. Plus transparentes qu'aujourd'hui, elles ne le sont. Aujourd'hui, la procédure telle qu'elle est faite aujourd'hui dans nos universités, c'est le tirage au sort. On prend les étudiants et on a deux étudiants qui habitent dans la même rue, un qui a bien réussi pendant ses études et l'autre qui n'a pas bien réussi, mais qui a eu son bac au final. Et dans un cas, il va être accepté, l'autre n'a pas été accepté. On est incapable de savoir pourquoi l'un est accepté et pas l'autre. Mathieu Elie, ça reste quand même effectivement peut-être une mesure qui revient sur cette injustice qu'était le tirage au sort. Alors évidemment, il ne s'agit pas de défendre le tirage au sort, mais il y a peut-être d'autres alternatives que simplement revenir à la situation antérieure. Moi, je voudrais surtout dire que c'est pas une réforme technique. C'est présenté comme une réforme technique, mais c'est pas une réforme technique parce que tout se passe comme si, dans ce que vous avez dit, tout se passe comme si les étudiants se posaient en consommateurs rationnels, faisaient des choix éclairés, etc. On sait très bien que c'est pas vrai, que les inégalités d'accès à l'information sur notre système d'enseignement supérieur, elles sont très nombreuses, c'est un système extrêmement complexe, que toutes les séries du bac ne se valent pas. Il y a le bac général, il y a le bac technologique, il y a le bac professionnel. C'est très corrélé en plus à l'origine sociale. On le sait de par tout un tas d'études sociologiques sur les parcours scolaires. Donc tout ne se passe pas comme si les étudiants allaient faire des choix rationnels et éclairés. Et donc on va assister à... Il y a tout un tas d'effets négatifs de cette réforme sur le fait qu'il va falloir anticiper de plus en plus tôt pour les lycéens leur choix d'orientation dans le supérieur, et ça en fonction de son origine familiale, de son milieu social, les chances ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc c'est une réforme qui va multiplier les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur. Ouais. Vous êtes d'accord, Pierre Ouzoulias ? Je partage complètement le point de vue, et j'irai plus loin. Le caractère vicieux de cette réforme, et je mesure mes mots, c'est que ça remet en question la validité du baccalauréat. Le baccalauréat, c'est un examen anonyme. Que vous soyez dans un lycée chic de Paris ou un lycée un peu moins coté de province, votre diplôme a la même valeur.
Aujourd'hui, on voit très bien que l'entrée à l'université va se faire sur la base de vos résultats non anonymes de vos 2 premiers trimestres de terminale. Le calendrier est très court, hein, je le disais, sûr. la plateforme va ouvrir les au jeunes 22 janvier pour les lycéens. Le baccalauréat, c'est fini. Hein, et c'est-à-dire que ce qui est incroyable dans cette réforme, c'est que en ayant le sentiment de donner très peu de choses, on remet en question les principes de base républicains de notre enseignement universitaire depuis un siècle. Le bac, il a un siècle environ. Et on est en train de remettre ça en question. Ça, c'est insupportable. Quels sont vos liens justement avec les syndicats de lycéens? Est-ce qu'il y a des passerelles? Est-ce qu'ils sont suffisamment accompagnés, informés, ces lycéens justement, de ce nouveau dispositif? On travaille beaucoup avec les syndicats lycéens qui tirent la sonnette d'alarme également. Et surtout, nous, on a beaucoup l'impression que c'est beaucoup de la posture. C'est-à-dire que par exemple, supprimer le classement des 10 vœux des bacheliers, ou du moins l'ordonnancement en tant que tel, c'est beaucoup quelque chose qui va permettre justement de masquer le fait que on va faire des sous-vœux, hein, si on rentre dans... Oui, mais justement qu'un bachelier, effectivement, il aura eu son 10e vœu et pas son premier. Tout simplement parce que cette fois-ci, il n'y a pas eu de classement. C'est-à-dire que si effectivement, il veut s'inscrire en droit et parce que, dû à plein de critères, parce qu'il ne vient pas de la bonne académie, parce que finalement, on a préféré un autre dossier, bah, finalement, il aura seulement LEA. Bah, effectivement, ça pourra dire que sur le papier, en tout cas, il a eu son vœu, le vœu qu'il a choisi, même si effectivement, dans les faits, il n'y a personne qui va penser que c'est son premier vœu, encore moins le lycéen en question. Et surtout, nous, une vraie interrogation qu'on a sur même le fonctionnement de cette réforme sur le long terme, parce qu'elle acte toutes les difficultés qu'aujourd'hui rencontre l'enseignement supérieur sans nous donner de solution. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, on le voit, on l'a vu l'été dernier, où je pense que tous autour de la table, on s'est un peu tiré les cheveux quand il s'agit de gérer la situation pendant tout l'été, où on a dû essayer de trouver des solutions pour les lycéens et ainsi de suite. Bah là, tout ce que ça nous dit, c'est que finalement, quand ils n'auront pas la filière de leur choix, quand ils n'auront pas même potentiellement une université dans leur académie, bah finalement le recteur devra... Alors c'est là où on a un flou quand même sur cette loi, c'est qu'il devra faire une proposition aux lycéens. Alors une proposition sur quoi dans l'absolu? C'est-à-dire que par exemple, si je veux faire droit ou encore si je veux faire médecine et que finalement le recteur, parce qu'il décide qu'il y a de la place, m'envoie en LEA ou en histoire alors que ce n'est pas du tout ce que je veux faire, bah là aujourd'hui sur le papier, tout ce que j'ai le droit de faire, c'est d'accepter ou finalement de renoncer à l'enseignement supérieur. Donc là aussi, ça va être un gâchis pour des milliers de jeunes dès la rentrée prochaine. Il y a ce risque, Gilles Roussel, de gâchis de certaines candidatures qui n'auront pas soit les 10 vœux, soit justement aucune université. Il faut arrêter un petit peu l'hypocrisie par rapport au bac. Le bac se valait, tous les bacs se valaient, ou l'année prochaine, ça va être catastrophique, alors que l'année précédente, c'était pas terrible, mais c'était quand même bien mieux parce que tout le monde y avait accès. Aujourd'hui, on le sait très bien, les inégalités, vous l'avez évoqué, les études et les universités peuvent être intelligentes aussi dans la façon dont ils acceptent les étudiants et dont ils classent les étudiants. Donc il faut aussi compter sur l'intelligence des enseignants et des équipes pédagogiques. Mais aujourd'hui, on sait bien que la difficulté, elle est où? Elle n'est pas sur les bacs généraux, elle est sur le bac professionnel. Aujourd'hui, la question des bacs professionnels, c'est pas l'université, c'est l'accès dans les BTS, c'est dans les formations professionnelles. Et ces formations, elles sont sélectives. Donc il faut arrêter de dire le problème, c'est l'université et une loi qu'on est en train de mettre en place. Ça ne touche pas du tout à ces questions-là. La question des inégalités sociales, c'est la question des bacs professionnels qui sont restés sur le carreau l'année dernière. Quoi que vous en disiez, et dont beaucoup, et depuis de nombreuses années, parce que personne n'en a rien à faire, parce que ça ne touchait pas l'université, donc des bacs professionnels qui restaient sur le carreau depuis de nombreuses années, c'est là où il y a des problèmes de prédestination sociale, parce que on sait bien que les jeunes qui vont dans les bacs professionnels souvent sont issus de milieux plus défavorisés que les autres, et c'est pour eux que jusqu'à présent rien n'était fait. Et on ne va pas beaucoup changer dans l'avenir. Voilà, mais le sujet n'est pas sur l'université. De cette réforme, selon vous, Mathieu Elie, les bacheliers professionnels? Je ne crois pas que la réforme, l'objectif soit ciblé particulièrement sur les bacheliers professionnels, mais elle acte la situation, la réforme, notamment par rapport aux grandes écoles et aux classes préparatoires. Rien ne change. Sur ce plan-là, rien ne change. L'enseignement supérieur reste complètement dual. Et même un des effets de la réforme, à mon avis, moi je le vois dans l'université de Versailles-Saint-Quentin qui fait partie d'un regroupement qui s'appelle Paris-Saclay,
On a l'école polytechnique qui a mis en place un bachelor, donc l'équivalent d'une licence, à 12 000 euros l'année de droits d'inscription. Donc on va avoir à l'intérieur même des universités des inégalités entre les bons parcours et les mauvais parcours en fonction de votre conformité plus ou moins grande aux attendus qui seront définis ici et là. Et j'ajoute, pour terminer, qu'il y a un cadrage national de ces attendus, mais les universités sont autonomes. Donc rien ne garantit qu'on ait une hétérogénéité hallucinante des pratiques de sélection locales. Je partage totalement ce qui vient d'être exprimé. Je vous dirais même qu'avec l'ancien système, le tirage au sort était interdit. Avec le nouveau, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Liberté totale est donnée aux chefs d'établissement de choisir les méthodes de sélection de leurs dossiers. Donc on imagine bien qu'ils vont prendre dans un premier temps les meilleurs dossiers, et quand ensuite ils vont devoir faire face à la multitude des autres, qui se valent à peu près tous, ils peuvent parfaitement recourir au tirage au sort. Mais c'est illégal, vous nous l'avez dit, Pierre Ouzoulias. Non, c'est illégal dans le système actuel. Dans le nouveau, ça ne le sera plus même. Et ça, c'est quand même un problème. On nous vend cette réforme en nous disant qu'elle évitera le tirage au sort, et au contraire, elle le facilitera, elle le permettra, alors qu'aujourd'hui, il l'interdit. C'est un risque, ça? Oui, mais surtout, moi, j'irais même plus loin. C'est pas tant. Aujourd'hui, personne ne disait que la situation de l'année dernière ou les situations précédentes étaient parfaites et idylliques. Tout le monde la dénonçait. Je pense tous autour de cette table. À l'UNEF, on a sorti régulièrement des dossiers de presse, notamment lancé SOS Inscription pour aider les bacheliers. Donc, personne ne disait que la situation précédente était bonne. Par contre, là où on trouve la situation quand même très ironique, c'est qu'aujourd'hui on réussit à nous vendre cette réforme comme étant parfaite et comme finalement permettant de réduire les inégalités qui existent, alors qu'aujourd'hui on nie toutes les inégalités, les caractères discriminants qui peuvent aujourd'hui composer la société et par ailleurs l'enseignement supérieur. Alors je ne doute pas de l'aspect rationnel de nos professeurs. Par contre aujourd'hui, quand on regarde ne serait-ce que sur le marché du travail et qu'on voit les inégalités entre les femmes et les hommes, quand on regarde aujourd'hui les inégalités qui se retrouvent dans les filières avec des filières extrêmement genrées et donc beaucoup plus de femmes que d'hommes et ainsi de suite, aujourd'hui qui peut penser qu'avec des critères de sélection aussi larges, il n'y aura à aucun moment donné une reproduction de ces caractères discriminants ou de ces possibilités de sélection. Et surtout, je prends un exemple un peu bête. Aujourd'hui, par exemple, comme critère, par exemple, je regardais tout à l'heure les filières de lettres, comme critère d'attendu, il y a écrit entre guillemets parler bien français, écrire bien français. Alors effectivement, moi je me pose une question. Quand on va arriver au 16e et que finalement les capacités d'accueil elles seront bien entendues et qu'on va se retrouver avec un étudiant qui aura 16 et une étudiante qui aura 16, en français, qu'est-ce qu'on va se dire comme critère ? Finalement, est-ce qu'on va regarder son lycée? Est-ce qu'on va regarder d'autres critères qui sont, entre guillemets, plus ambigus? Et donc, effectivement, une situation où, on le sait, aujourd'hui, c'est 50% des dossiers qui se concentrent vers 4 filières, donc STAPS, PACES, droit, psychologie. Donc, effectivement, il n'y a personne aujourd'hui qui pense qu'on ne va pas se retrouver avec des situations où, très honnêtement, on va se retrouver avec des dossiers très similaires et où il faudra trancher. Et donc, c'est quoi le critère qui va être déterminant à ce moment-là? Et donc, ce sera probablement pas du tirage au sort parce que personne ne veut assumer le tirage au sort en tant que tel. Par contre, on se doute très bien que face à ces milliers de dossiers, il y en a certains qu'on va limite pas regarder. Ça sera un critère, Gilles Roussel, l'origine scolaire des lycéens, ça peut être retenu par les universités. Et de toute façon, je pense que c'est illégal de le faire. Enfin, je sais pas, il faut que je suis pas spécialiste de ces questions-là, mais il me semble que de toute façon, c'est illégal. Donc, a priori, on n'aura pas accès à ces informations. Illégal dans l'enseignement supérieur sur les questions de sélectivité, oui, alors, on peut être dénoncé à plusieurs reprises. Voilà, donc après, bon, on peut dire, voilà, c'était pas parfait, mais s'il n'y avait pas de tirage au sort, on arriverait à gérer bien les choses. Et il n'y aurait pas d'inégalité sociale dans l'université. Alors, bon, moi, je dis, continuons à dire d'arrêter l'hypocrisie. On sait bien qu'aujourd'hui, dans les taux de réussite en première année de licence, cette inégalité sociale est reproduite. Donc, dire que mettre en place une critérisation pour l'accès, un ordre des étudiants, pour essayer de faire en sorte que ceux qui rentrent dans l'enseignement supérieur, dans les universités plus exactement, dans telle ou telle filière, aient le plus de chances de réussite, ça ne veut pas dire qu'on va dire plus tel ou tel type d'étudiant qu'on va accepter. Et de toute façon, ce qu'il y avait précédemment, même indépendamment de la question du tirage au sort légal ou pas légal, on sait très bien que
derrière, dans les résultats qu'on a à l'université de réussite des étudiants en première année de licence, les inégalités sociales sont totalement reproduites. Donc c'est ça qu'il faut essayer de combattre, plutôt qu'essayer de se poser la question sur comment on fait pour optimiser. En fait, cette loi va optimiser l'accès d'enseignement supérieur et essayer de faire en sorte qu'on réussisse mieux. Que tout le monde aura une place à l'université avec cette réforme, que personne ne sera laissé sur le carreau. La question, c'est pas de savoir est-ce qu'il y aura une place à l'université, la question est de savoir est-ce qu'il y a une place, et ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, dans l'enseignement supérieur, parce que la plupart des jeunes qui n'arrivent pas à rentrer dans l'enseignement supérieur, ils ne veulent pas nécessairement venir à l'université, ils veulent aller dans les formations professionnelles type BTS, et c'est là où il y a la plus grosse augmentation du nombre d'étudiants, et c'est ces étudiants, si on les envoie à l'université et qu'on leur dit c'est votre solution parce que c'est la seule qu'on peut vous offrir, parce que c'est ouvert, ils y échoueront, et on reproduira les inégalités sociales parce qu'on les enverra au casse-pipe vers un échec. Et donc l'intérêt de cette réforme, c'est de dire on va essayer de privilégier l'accès à l'université à des étudiants qui ont des chances de réussir pour laisser des places dans les filières dans lesquelles ces étudiants veulent accéder par ailleurs. Mathieu Elie. Je ne peux que souscrire à ce qui vient d'être dit, mais je reste très, très sceptique sur notamment par rapport au calendrier qui est annoncé, sur la manière dont tout ça va se mettre en place. Sur l'autonomie des universités, puisqu'on en parlait, Pierre Ouzoulias, c'est justement sur la définition de ces critères. Est-ce que vous pensez qu'ils vont être réellement transparents ou est-ce qu'au contraire, le système va être un peu plus opaque ? Mais moi, je pense que la ministre, elle règle un problème de plomberie. Très simple. Vous avez un flux qui a augmenté de 35 000 étudiants par an. Elle pouvait régler le problème en donnant plus de moyens aux universités, aux instituts universitaires de technologie, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur l'importance de l'enseignement technologique. D'un point de vue budgétaire et politique, elle a refusé de le faire. Donc elle donne maintenant aux universités les moyens de gérer ce flux. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de projet politique dans le projet de loi de la ministre, si ce n'est d'avancer l'enseignement supérieur vers un modèle libéral d'inspiration anglo-saxonne, où finalement c'est à chaque individu de payer sa formation universitaire, y compris de faire face, parce que c'est quand même le cas à l'étranger, à des droits d'inscription élevés. Et ça, c'est la prochaine réforme, je peux vous le dire dès maintenant. Voilà. Aujourd'hui, on parle de la sélection, mais demain, ça sera les droits d'inscription, vous verrez. On en est là, vous pensez, ce sera le mot de la fin de la Guerra. Mais juste très rapidement, pour montrer qu'effectivement, cette réforme, elle ne cible pas les bacheliers professionnels ou toutes les problématiques, mais par contre, elle va les stigmatiser. Aujourd'hui, je prends un exemple assez méchant, quand on regarde les taux d'échec en première année, effectivement, ils sont particulièrement importants. Par contre, aujourd'hui, ça ne touche pas que les bacheliers pro, les bacheliers techno. Ça touche effectivement les bacheliers généraux. Par contre, ce que se pose cette réforme, c'est que finalement, parce que pour essayer de gérer du flux, le plus facilement, c'est tout simplement écrémer un peu les bacheliers pro et techno et faire en sorte de laisser plus de place aux bacheliers généraux. Ça montrera artificiellement les chiffres de réussite, mais en fait, ça ne va pas masquer sur les problèmes. Surtout que pour le coup, les dispositifs pédagogiques qui sont supposés être pointés comme favorables à la réussite, aujourd'hui, personne ne voit encore quelle forme ça va avoir. Et que notamment, pour rejoindre un peu ce que disaient mes confrères, mais vu le budget des établissements d'enseignement supérieur, je doute que tous les établissements aient les moyens de donner les outils à chacun pour pouvoir réussir. Eh bien, merci à vous. On rappelle que la plateforme ouvre bien le 22 janvier pour les lycéens et qu'ils ont jusqu'au 13 mars pour s'inscrire. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. Dans le reste de l'actualité, aujourd'hui, la suite des consultations sur Notre-Dame-des-Landes. Elle a lieu à Matignon. Édouard Philippe, vous le savez, tente de déminer le dossier auprès des élus locaux en attendant la décision du président d'ici la fin du mois. Les parlementaires de la Mayenne, de la Vendée, mais aussi de Maine-et-Loire ont été reçus. Et parmi eux, la sénatrice centriste de la Vendée, Annick Billon. Elle est d'ailleurs à vos côtés, Tamtra Nuit. Bonjour Annick Billon. Bonjour. Sénatrice UC de la Vendée, vous étiez ce matin à la réunion de Matignon autour de Notre-Dame-des-Landes. Alors, comment s'est passé ce moment de consultation avec les élus ? Écoutez, ça s'est extrêmement bien passé puisque nous avons enfin été entendus. Pour ma part, depuis que je suis sénatrice, ça fait plus de 3 ans, je n'ai jamais été, on ne m'a jamais demandé mon avis sur Notre-Dame-des-Landes. Donc je crois que c'était important qu'on puisse tous être autour de la table et pouvoir se prononcer et donner notre avis sur ce grand projet. Pour vous, il y a réellement une écoute de la part de l'exécutif? La décision n'est pas prise à l'avance? Écoutez, je pense qu'il y a une vraie écoute. On comprend que la décision est
très compliqué à prendre, puisque c'est un projet vieux de 50 ans. Oui, cela fait 50 ans qu'aucun gouvernement n'a eu le courage politique de trancher. Donc, est-ce qu'un projet vieux de 50 ans a toujours la même utilité? C'est une vraie question. Il y a le problème de la ZAD également, une vraie question, là, d'ordre public, la parole de l'État. Il y a tout un tas de décisions de justice qui sont là aujourd'hui pour dire il faut faire le Notre-Dame-des-Landes. Donc, je crois que le Premier ministre est dans une situation quand même, je préfère que ce soit lui que moi. Qu'est-ce qui a évolué pour vous en 50 ans? Quelles sont pour vous aujourd'hui les priorités sur d'abord le projet de Notre-Dame-des-Landes? Le projet de Notre-Dame-des-Landes, et c'est important cette question que vous posez, pourquoi il a été initié? C'était pour le développement économique du Grand Ouest. Je crois qu'on est tous d'accord, toutes les personnes qui étaient présentes ce matin, il faut que le Grand Ouest puisse continuer son développement économique. Notre-Dame-des-Landes était un des outils qui était le garant de ce développement. Aujourd'hui, le développement économique est toujours une priorité pour le Grand Ouest. Est-ce que c'est un aéroport à Notre-Dame-des-Landes? Mais alors, pour les Vendéens, il doit forcément être accompagné d'infrastructures lourdes et notamment l'essentiel, l'infrastructure principale, c'est le franchissement de la Loire. Donc pour vous, en clair, s'il n'y a que l'aéroport, ça ne vous est pas utile? C'est non. Et pour la ZAD, alors le gouvernement a déjà dit qu'il ferait évacuer la ZAD. Est-ce que c'est utile d'évacuer cette ZAD, même s'il n'y a pas d'aéroport? Je crois que c'est utile et c'est important pour la France qu'il y ait le respect de l'ordre public. Cette ZAD n'aurait jamais dû exister. Elle existe. Trop de gouvernements se sont succédés sans prendre de décision. Il faut absolument que l'ordre public soit respecté. Vous entendez les oppositions sur place, au-delà de la ZAD, également un certain nombre d'associations de sauvegarde de l'environnement? Alors, il y a 50 ans, le projet naissait. Il y a 50 ans, les zones humides, la préservation de l'environnement, les lois sur la biodiversité, tout ça n'existait pas. Et c'est pour ça que ce projet, Notre-Dame-des-Landes, il y a 50 ans, c'était peut-être un beau projet il y a 50 ans, c'est un projet qui doit être différent aujourd'hui. La mobilité, elle a évolué aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de plusieurs aéroports internationaux en France? C'est la question avec aussi. Avec l'empreinte carbone que cela représente, alors même que le président de la République s'engage à une politique très volontariste en matière d'environnement. Oui, alors... De toute façon, je crois qu'à partir du moment Notre-Dame-des-Landes se fera ou ne se fera pas, mais il est forcément utile de prendre des décisions aussi sur Nantes-Atlantique. Nantes-Atlantique a besoin de se développer pour assurer ce développement économique et touristique. La Vendée est un département très beau, forcément, je suis sénatrice de Vendée, mais avec énormément de touristes tous les ans, et l'aéroport fait partie des infrastructures nécessaires au développement économique touristique de la Vendée. Merci beaucoup Annick Billon d'avoir répondu à nos questions alors que, je le rappelle, vous étiez effectivement à cette réunion à Matignon ce matin. Merci à vous. Merci à vous, Tam. Emmanuel Macron en avait fait lui-même l'expérience pendant la présidentielle. Alors, candidat, certains sites internet affirmaient qu'il détenait un compte offshore, une fake news qui aurait pu faire basculer la campagne. Une fois élu, le président a décidé de s'attaquer au problème en faisant voter une loi. Quentin Calmy. C'est l'une des annonces de cette rentrée 2018, un projet de loi contre les fausses nouvelles qui pourrait être présenté très rapidement avant la fin de l'année. Pour le chef de l'État, il s'agit de lutter contre les organes d'influence et de propagande mensongère. Les plateformes se verront ainsi imposer des obligations de transparence accrues sur tous les contenus sponsorisés afin de rendre publique l'identité des annonceurs et de ceux qui les contrôlent, mais aussi de limiter les montants consacrés à ces contenus. Un projet de loi qui rappelle la critique adressée en mai dernier à Sputnik et à Russia Today, deux médias pointés du doigt en présence du président russe. Car pendant la campagne, un épisode a particulièrement marqué le candidat Emmanuel Macron. 2 heures avant le débat d'entre-deux tours face à Marine Le Pen, un site internet propage une rumeur sur un compte offshore aux Bahamas. Une fake news largement relayée par des comptes Twitter proches de l'extrême droite et repris par la candidate frontiste elle-même.
J'espère qu'on n'apprendra Nous pas serons, Madame que Le vous Pen. avez un compte offshore aux Bahamas ou je sais pas, j'en sais rien. Non, Madame moi. Le Pen, Non, parce mais que ça, j'espère. c'est de la J'espère. diffamation. Non, j'ai mais dit vous, j'espère. vous, on sait en tout cas que J'espère. vous avez un patrimoine qui est sous-évalué, et vous, on sait en tout cas que vous êtes sous le cas d'une procédure judiciaire. Ça n'est pas mon cas. En novembre dernier, la sénatrice Nathalie Goulet a présenté une proposition de loi visant à créer un délit de propagation de fausses nouvelles, en particulier sur les réseaux sociaux, Facebook ou encore Twitter, particulièrement pointés du doigt pour leur laxisme dans la lutte contre la désinformation sur Internet. Et Katia Dubreuil, présidente du syndicat de la magistrature, est notre invitée. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Katia Dubreuil. Bonjour. Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de vouloir s'attaquer à ce phénomène des fake news? Est-ce que l'ampleur est réelle? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour nous, le fait de prévoir une nouvelle loi alors que des textes existent déjà, ça n'est pas nécessaire. Et je pense notamment à la proposition d'une nouvelle procédure de référé pour faire fermer des sites qui nous paraît inopportune. Parce que en réalité, vouloir ériger en toute matière le juge en gardien du vrai et du faux, ça nous paraît inopportun dans une société démocratique et ça nous paraît aussi impossible de fait parce que dans le cas du déféré, on est dans un cadre d'urgence et le juge ne pourra pas avoir les moyens de dire qu'une information est vraie ou fausse. Le droit français existant permet déjà de légiférer, de sanctionner les auteurs de ces fausses informations, c'est ce que vous nous dites? Il y a déjà un certain nombre de dispositions qui sont applicables, qui protègent soit des intérêts particuliers, soit un intérêt plus général. Et ces dispositions sont déjà nombreuses, notamment la première qui vient à l'esprit, puisqu'Emmanuel Macron semble vouloir positionner ce texte dans le cadre du moment des élections présidentielles ou autres. C'est le délit qui existe, qui sanctionne le détournement de suffrage, qui est dans le code électoral, l'article 97, et effectivement qui permet déjà, c'est une infraction pénale, déjà lorsqu'il y a une divulgation de fausses informations et que ça a pour effet de détourner les suffrages ou bien d'amener les personnes à s'abstenir de voter. Donc ça, c'est déjà une première infraction qui est mobilisable. Ensuite, il y a l'infraction de diffamation qui existe ou d'injure. Là, c'est plutôt la protection des intérêts particuliers. Et au-delà même du fait d'exercer, de porter plainte pour voir prononcer une sanction pénale, les personnes qui s'estiment victimes de diffamation ou d'injure peuvent, par une action en référé, faire prendre par le juge civil toutes les mesures nécessaires pour retirer les fausses informations des sites ou des contenus dans lesquels elles se trouvent. Et puis troisième infraction, c'est l'infraction qui est prévue par la loi de la presse, l'article 27, qui prévoit effectivement une répression des fausses nouvelles qui ont pour objet ou qui sont susceptibles de troubler la paix publique. Alors ça, c'est une infraction on a beaucoup entendu parler depuis la semaine dernière, mais en réalité, elle est applicable à des cas quand même très particuliers. Pour troubler la paix publique, il faut quand même une information d'une ampleur assez importante, donc ce n'est pas n'importe quelle fausse nouvelle qui est visée. On voit bien que le président de la République cible malgré tout les grandes plateformes du net. Elles sont accusées de laxisme. Est-ce que la loi ne les concerne pas suffisamment ? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut peut-être effectivement réfléchir à une plus grande transparence. Ça, c'est aussi notre proposition qui a été faite. Ça concerne moins un syndicat de magistrats de pouvoir expliquer de quelle manière, effectivement, il faudrait réguler les informations et notamment permettre aux citoyens d'avoir accès aux financeurs, aux personnes qui peuvent être derrière, effectivement, les sites qui hébergent différentes informations. Mais effectivement, ça, c'est une piste qui peut être intéressante. Nous, ce qui nous pose question, vraiment, encore une fois, c'est de vouloir ériger le juge judiciaire en gardien du vrai, du faux, et de vouloir, encore une fois, prévoir... Alors, on ne sait pas exactement ce qu'Emmanuel Macron a en tête. Il faudrait d'ailleurs, pour pouvoir commenter sa proposition, en savoir un peu plus sur ce qu'il entend par fake news. Mais a priori, on a déjà beaucoup de textes et on ne voit pas très bien quel peut être le vide juridique actuellement dans lequel le juge pourrait intervenir ou il n'intervient pas déjà. Ce n'est pas au juge de décider, ça peut être à l'État, d'autant plus inquiétant si l'État juge d'une information fausse ou vraie. Non, pas forcément. Il y a effectivement, il n'y a pas seulement l'État ou le juge, heureusement, qui compose une société civile. Il y a les personnes, les journalistes, les médias, la responsabilité individuelle des journalistes et effectivement tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour permettre aux citoyens d'avoir accès à l'information. C'est surtout ça qui est important pour pouvoir se faire avoir une vision éclairée du débat ou des informations qui circulent. Il faut pouvoir avoir accès à l'origine des informations, à savoir effectivement
effectivement qu'est-ce qui se trouve derrière les différents médias ou les différents sites qui mettent en ligne ces informations. Ça paraît être une chose importante et intéressante. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, pourrait se saisir de ce dossier et être cette autorité, selon vous ? En fait, on cherche forcément à avoir une autorité. La vivacité du débat démocratique, c'est surtout de permettre la plus large expression possible, la plus libre expression possible. Et il y a déjà des dispositions qui permettent le droit de réponse. C'est aussi des dispositions qui sont importantes et intéressantes et qui existent depuis la loi sur le numérique. Donc, toute personne qui estime qu'une information a été fausse et qui souhaite faire rectifier cette information en a le droit. Il suffit d'adresser un courrier dans certaines formes et effectivement sera publiée la réponse de la personne qui pouvait être visée ou avoir une information à rectifier. Donc il y a quand même déjà des dispositions. À l'heure des réseaux sociaux, de la vitesse de propagation de ces informations, le droit de réponse, ça paraît presque décalé, anachronique comme réponse. C'est vrai que ça pose des défis qui sont importants, ça pose des questions qui sont parfois difficiles. Il y a régulièrement des choses fausses qui sont indiquées. Parfois le syndicat de la magistrature d'ailleurs lui-même peut en être l'objet, donc on voit très bien de quoi il s'agit. Mais je crois vraiment que effectivement c'est la possibilité laissée aux personnes de répondre, la diffusion, la possibilité encore une fois pour les citoyens de vérifier les informations qui circulent et leur origine, et qui parle, de quelle position la personne qui parle s'exprime-t-elle, et qu'il faut compter quand même sur effectivement l'éducation des citoyens. Alors sans doute, il y a des choses aussi à faire à l'école par rapport à ces questions-là. Il faut que nos enfants, que les jeunes soient formés à l'utilisation de ces nouveaux médias pour être capables de faire le tri dans la déferlante d'informations qui peuvent effectivement circuler et de pouvoir se forger une opinion qui soit valablement forgée. On a vu la polémique suscitée après cette proposition d'Emmanuel Macron. Est-ce que vouloir sanctionner les fake news, c'est une menace pour la liberté d'expression, selon vous ? Encore une fois, pour pouvoir savoir si c'est une menace, il faudrait savoir si finalement ce qui va ressortir dans un projet précis va ressembler comme deux gouttes d'eau à ce qui existe déjà et que ce sera finalement un peu une loi de communication, en tout cas pour ce qui concerne l'intervention du juge. On a vu à plusieurs reprises ces dernières années que ça arrive assez souvent maintenant en quelque sorte d'instrumentaliser la loi pénale, de prévoir des infractions qui sont soit inapplicables parce qu'on n'arrivera jamais à rassembler des preuves pour pouvoir les sanctionner, soit qui existent déjà plus ou moins sous d'autres formes, et qu'il y a beaucoup de communication dans tout ça. Et à la fois, ça n'aurait pas forcément de conséquences sur la liberté d'expression en tant que telle, mais c'est toujours un problème parce que la loi devient vraiment illisible à force de rajouter des lois. Soit Emmanuel Macron a vraiment en tête d'aller plus loin et de mettre en œuvre une procédure vraiment qui apporte, qui donne au juge de nouveaux pouvoirs, et dans ce cas-là, alors ça pourrait être une menace pour la liberté d'expression, mais à vrai dire, encore une fois, dans le cadre de ce qu'il propose pour l'instant, c'est-à-dire une audience de référé, on est dans le cadre de l'urgence. Ça veut dire qu'un juge serait saisi et devrait statuer dans les quelques jours, sans avoir de pouvoir d'enquête propre, puisqu'on se trouve en matière de référé, il n'y a pas de pouvoir d'enquête et d'investigation du juge. On ne voit pas très bien comment le juge va pouvoir dire, par exemple, qu'une puissance extérieure a diffusé par le biais de médias des informations qui sont fausses sur tel ou tel homme politique ou autre, dans un tel cadre. Donc, de quoi va accoucher cette annonce ? Là, ça a été rappelé par Quentin Calmet, Emmanuel Macron, lui-même victime d'une rumeur, d'une fausse information. Ça aurait pu faire basculer la campagne ? Écoutez, il y a des informations parfois qui concernent, par exemple, qui imputent à des personnes concernées, qui se présentent à l'élection présidentielle, des infractions pénales. Il est clair que dans ce cas-là, il y a une enquête pénale qui va avoir lieu, qu'elle va forcément prendre du temps, et que donc c'est pas un juge des référés qui, à côté de ça, pendant qu'une enquête pénale est en cours, va aller dire que c'est vrai ou c'est faux. Ça paraît assez évident. Donc peut-être effectivement que le temps parfois de l'élection ne coïncide pas avec le temps judiciaire. On l'a déjà évidemment débattu de ça cette année. Mais tout à fait. Mais malgré tout, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et le juge ne pourra pas sortir du ciel une décision s'il n'a pas les éléments pour statuer. Quelles sanctions ? Comment peut-on sanctionner les diffuseurs de ces fake news ? On voit qu'en Allemagne, on s'attaque au portefeuille avec des amendes. Oui, c'est sûr qu'il faut, sur les sanctions judiciaires qui peuvent être prononcées quand il y a des infractions pénales qui sont commises, ou sur des sanctions peut-être administratives, c'est évidemment le portefeuille qui paraît le plus
le plus prégnant, c'est ça qui sera le plus efficace par rapport à une sanction. Après, ce qui est important aussi, c'est de permettre que soient effacées les informations qui effectivement posaient réellement problème. Si elles si elles correspondent à la commission d'une infraction pénale, il faut pouvoir faire effacer les choses qui étaient soit diffamatoires, soit qui étaient réellement des fausses informations démontrées. Et ça, il faut qu'il y ait une efficacité par rapport à... et donc un travail qui soit fait avec tous les grands groupes qu'on connaît pour que il existe on puisse déjà réellement ce travail, il est efficace auprès des plateformes type Facebook. Elles accompagnent cette volonté, selon vous, de lutter contre les fake news? Alors moi, je suis pas une spécialiste du travail fait avec les grands groupes, évidemment. De ma place de syndicat de la magistrature, ce qui est sûr, c'est qu'il y a sans aucun doute des progrès à faire en la matière. Ça, c'est sûr. On évoquait une menace potentielle pour la liberté d'expression. Qu'en est-il de la liberté de la presse si on légifère contre les fake news? Elle est remise en cause, selon vous? C'est exactement le même raisonnement que pour la liberté d'expression en général. C'est-à-dire que, il y a soit une loi qui va être symbolique et qui ne va servir à rien, soit une loi qui va vouloir aller plus loin. On ne voit pas trop comment elle pourrait être efficace. Mais encore une fois, pour pouvoir savoir exactement de quoi il retourne, il faudrait qu'on ait quand même plus d'éléments, parce qu'on est pour l'instant sur un discours un peu général, avec une phrase sur une nouvelle action en référé concernant les fake news, et c'est trop vague pour pouvoir avoir une appréciation précise. Simplement, on ne voit pas quel est le vide juridique, encore une fois. Donc, a priori, on ne voit pas en quoi une loi serait utile en ce sens-là. Eh bien, merci d'être venue pour en parler sur ce plateau, Katia Dubreuil. Je rappelle que vous êtes la nouvelle présidente du syndicat de la magistrature. Il n'y a jamais eu autant de demandeurs d'asile en France, selon les chiffres publiés hier par l'OFPRA. Leur nombre atteint les 100 000 en 2017, un niveau historique. Des chiffres qui risquent d'alimenter le débat alors que le gouvernement ajuste sa politique migratoire et qu'une loi est en préparation. Samia Dechir. C'est un chiffre en continuelle augmentation depuis 10 ans. En 2017, plus de 100 000 personnes ont déposé une demande d'asile en France, soit 17% de plus qu'en 2016. Parmi elles, près d'un tiers ont vu leur demande acceptée. Là encore, c'est 17% de plus que l'année précédente. Et pour ceux dont la demande est refusée, l'exécutif veut augmenter les reconduites à la frontière. Il faut réussir l'intégration. Depuis 30 ans, on ne l'a pas réussi. Donc il faut se donner ces moyens-là. Et se donner ces moyens-là, c'est faire en sorte que quand on ne vous reconnaît pas le statut de réfugié et que vous avez une décision de justice de reconduite à la frontière, vous soyez reconduit à la frontière. Aujourd'hui, seulement 4% des décisions de justice sont exécutées en France. Ça n'est pas normal. Mais pour les associations, le nombre de demandeurs d'asile est à relativiser. Sur 67 millions de Français, les 104 000 demandeurs d'asile ne représentent que 0,15% de la population. À la CIMAD, on estime que la France a les moyens d'accueillir ces réfugiés. La France est dans une moyenne. Elle a eu beaucoup moins d'arrivées que l'Allemagne. Et l'Allemagne en a accueilli 1 100 000 en 10 jours. Nous sommes à un niveau beaucoup plus faible. On se voit plus faible sur un an. La proportion de demandeurs d'asile reste relativement faible par rapport à la population et par rapport aussi au PIB, par rapport au produit intérieur brut. Donc en fait, on reste dans des limites raisonnables. Les associations s'inquiètent du projet de loi immigration qui prévoit un durcissement de la politique d'asile. Il devrait être présenté au Parlement en mars prochain. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'accueille Marie Guévenoux. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche de l'Essonne, membre de la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous. Pierre-Henri est également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes le directeur général de France Terre d'Asile. Sébastien Meurant est également avec nous. Bonjour, vous êtes sénateur à Les Républicains du Val-d'Oise. Et Fabien Gay est également sur ce plateau. Vous êtes sénateur communiste de Seine-Saint-Denis. Première question pour vous, Pierre-Henri. Ces chiffres explosent. Que disent-ils? Comment les analysez-vous? Quelle est votre lecture? Non, les chiffres n'explosent pas. Il y a 73 000 nouvelles demandes d'asile en France en 2017. Alors certes, il y a une progression, mais qui correspond à l'ampleur de la crise migratoire que nous connaissons depuis 2015. Et je vous rappelle
que nous sommes loin d'être le premier pays d'accueil en Europe. L'Allemagne, pendant cette année 2017, a reçu plus de 200 000 personnes. L'Italie, 140 000. Donc faisons attention à ne pas faire dire aux chiffres ce qu'ils ne disent pas. Ça ne correspond pas à un afflux massif. Non, il n'y a pas d'afflux massif. La France est le 3e pays et proportionnellement 3e pays d'accueil en Europe quantitativement, mais par rapport à la population, nous sommes dans le milieu du peloton européen. Il faut se souvenir que les pays qui accueillent le plus sont les pays qui ont des frontières extérieures, c'est-à-dire la Grèce, l'Allemagne, l'Italie, Chypre, Malte, notamment. Donc voilà, il y a un travail remarquable qui a été fait par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dont je remarque d'ailleurs que aujourd'hui la durée d'instruction des dossiers est tombée à un peu plus de 3 mois. Donc nous sommes déjà dans l'objectif que voulait fixer il y a quelques mois le projet de loi Asile. Quelle lecture faites-vous, Marie Guévenoux, de ces chiffres? Malgré tout, cela reste un niveau jamais atteint en France. Oui, une lecture différente. C'est pas obligé. Hein. Donc, oui, c'est pas obligé, mais c'est pas obligé d'être d'accord non plus. Une lecture différente parce que, d'abord, moi, ce que je constate, c'est une évolution constante à la hausse des demandes d'asile depuis 10 ans. Un chiffre, vous l'avez dit, quand même historiquement élevé. 10 000 de plus qu'en 1989, madame. Donc historiquement élevé. Et puis, ce que je constate aussi, c'est que l'année dernière, ce qu'on voit chez nos voisins européens, c'est plutôt une diminution des demandes d'asile. Donc il y a quand même un petit décalage sur lequel on peut s'interroger. Et puis le dernier chiffre qui me fait également m'interroger, c'est que 36% de ces demandeurs d'asile se voient attribuer le statut de réfugié. Donc c'est aussi des données factuelles qui... c'est moins que la moyenne européenne qui est à 50%. Qui permettent de s'interroger et de voir comment on peut agir sur cette politique. Ouais. Alors Roger Karoutchi, sénateur Les Républicains, dit, il voit lui dans ces chiffres, peut-être une question pour vous, Fabien Gay, un détournement de l'asile au profit de l'immigration économique. Comment ça vous fait agir? Alors Sébastien Meurant, ensuite Fabien Gay. Ouais, c'est-à-dire que, je dirais... mauvais signaux continuent parce que évidemment on a bien trop de demandeurs d'asile, pardon. Ouais, j'ai parlé de demandeurs d'emploi. On parle de l'Allemagne, mais il faut pas. Enfin, de quoi parle-t-on? De l'accueil, on accueille très mal. Ouvrez les yeux, voyez ces images. Voyez, sortez de Paris, allez sur Porte de Clichy, allez dans les territoires, voir comment ça se passe. Donc évidemment, on a de plus en plus de demandes d'asile. D'où ça vient ces demandes d'asile? Est-ce qu'on parle de territoire en guerre? Non. On parle d'Albanie, on parle d'Haïti. En fait, on encourage depuis des années les trafics d'êtres humains et avec une ampleur inégalée. Donc non, c'est pas comparable à l'Allemagne qui a moins de 5% de chômeurs. Évidemment, nous, avec nos 10% et encore avec des retraitements, donc c'est absolument dramatique. Non seulement on n'accueille pas bien, on n'intègre pas et on n'expulse pas. Donc entre les chiffres, moins de 10%, vous le savez très bien, on ne parlait pas des Dublinés non plus. Donc on sait très bien qu'on parle de grandes théories, France, terre d'accueil. On n'accueille pas, on ne sait plus comment faire. On voit très bien le communautarisme qui se développe partout. On voit très bien, il suffit d'ouvrir les yeux. Moi, je suis quand même stupéfait de ces discours où il y aurait moins de demandeurs cette année qu'en 89, mais il suffit d'ouvrir les yeux. Donc, on est dans les grandes théories. Les grandes théories, ça ne fait pas partie des valeurs de la France, notamment l'accueil, Ce qui se passe, c'est qu'on parle d'accueil des personnes qui sont persécutées. Est-ce que l'Albanie, c'est un pays en guerre? Est-ce qu'Haïti, c'est un pays en guerre? Est-ce que la Côte d'Ivoire, est-ce que l'Algérie sont des pays en guerre aujourd'hui? Il faut savoir que cet accueil, ce pseudo-accueil, se fait au détriment des populations locales. Lorsque vous êtes dans un département, que les mineurs isolés, on accueille des gens venant de l'étranger, ça se fait au détriment des mineurs isolés des territoires. Donc c'est évidemment au détriment d'autres choses. Quand on sait que 360 euros l'ADA, mais s'il vous plaît, je vous ai pas coupé tout à l'heure. Donc permettez qu'on puisse s'exprimer. 360 euros d'ADA, c'est
c'est pas ce que touchent 30% de nos agriculteurs. Donc ça se fait au détriment. Les Républicains ont rejoint le Front National. Et les fonctionnements, monsieur, s'il vous plaît, non, soyons sérieux, vous affirmez des contre-vérités. Je ne sais pas où vous vivez, monsieur, mais ouvrez les yeux. Oh, mais ils sont bien ouverts, et si vous voulez, je vous emmène sur le terrain. Je vous emmène également, monsieur. Oui, bien sûr, bien sûr. Les maraudes, je sais ce que c'est. Sébastien Meurant. Je ne crois pas, monsieur. Pas dans les mêmes endroits, monsieur. Alors on va faire réagir Fabien Gay pour que tout le monde puisse réagir sur ce plateau. Allez-y, Fabien Gay. Moi, je suis plutôt d'accord avec mon voisin. Moi, je suis inquiet et en colère. Inquiet parce qu'il ne faut pas faire dire aux chiffres ce qu'ils ne disent pas. Vous avez raison. Bon, on a passé la barre symbolique des 100 000. Alors, voilà, tout le monde s'excite et tout le monde joue. Il faut replacer ce contexte. 100 000 demandeurs d'asile, c'est quoi? Ce sont des hommes et des femmes qui fuient la misère, la guerre ou l'oppression. Voilà. Ce sont des hommes et des femmes qui fuient la guerre, la misère et l'oppression. Et il faut toujours replacer cela dans ce contexte-là. Et vous savez, être déraciné de son pays, c'est un arrachement. Personne ne part de son pays, traverse le désert, monte sur un radeau de fortune, avec avec du trafic, tout à fait, avec une chance sur deux peut-être de se voir, je dirais, noyé en Méditerranée, 5000 morts. Chance sur deux. Ouais, mais c'est... Donc ça, et en colère, très fortement en colère, parce que vos propos, mais ceux aussi d'un certain nombre de responsables politiques ou encore de personnalités, on l'a vu hier sur le JT de France 2, font des amalgames honteux, jouent sur les peurs. Je crois que c'est un débat qui mérite du calme, de la sérénité et de poser le vrai... Non mais je finis. 100 000 personnes, c'est 0,2% de la population française. Est-ce qu'on est capable d'accueillir? Moi, je le crois. Et je le pense. Et je pense qu'on peut faire société commune. Ce chiffre n'augmente pas. Oui. Alors, je rappelle, pour être très clair, les chiffres. 73 000 nouvelles demandes. 20 000 mineurs accompagnants, parce qu'il y a des familles, et 7 000 demandes de réexamen. Parmi ces personnes, vous avez des gens, 7 500, qui viennent d'Albanie. Le taux de reconnaissance pour les personnes qui viennent d'Albanie est de 6,5. C'est-à-dire que 500 personnes en provenance d'Albanie ont reçu une protection. Et c'est le devoir de la France d'examiner chaque cas. Ensuite, l'autre question qui se pose, c'est évidemment les personnes qui sont déboutées de leur demande, que leur arrive-t-il? Et là, c'est une vraie question politique qu'il faut aborder avec responsabilité. De la même manière, cher monsieur, oui, je suis d'accord avec vous, ce qui manque dans ce pays, c'est un dispositif de premier accueil vertueux et digne. C'est-à-dire où nul n'est obligé de rester à la rue. Le travail que la 5e puissance du monde doit faire, c'est de permettre à chaque personne qui arrive sur le territoire d'être mise à l'abri en dignité. Ça ne veut pas dire que tout le monde va rester, mais ça veut dire que chacun a le droit d'avoir un examen digne, vous égalitaire, 500 de personnes. sa Que deviennent les Alors autres, monsieur? Que deviennent les autres? Depuis tant d'années, monsieur? Ah, mais depuis 40 ans, et je pense que la famille politique dont vous faites partie a sa part de responsabilité. Il n'y avait pas tant de réfugiés, mais bien sûr. Et donc, dont il faut parler, c'est à la fois du dispositif de premier accueil, de la politique d'intégration, de la gouvernance et éventuellement, évidemment, de l'éloignement. Et du futur. Mais prenons les questions dans cet ordre-là, et je pense que nous avancerons sur un sujet qui est extrêmement délicat et complexe. Alors justement, on va réécouter Olivier Dussopt, qui était l'invité de notre matinale Territoire d'Info. Il explique justement la politique du gouvernement en matière de réforme de l'asile. Est-ce que vous savez la durée maximale de rétention en centre de rétention en France aujourd'hui? C'est 45 jours. C'est 45 jours et le projet de loi ne prévoit pas. Non, le projet de loi ne prévoit pas la prolongation de cette durée maximale de rétention. Est-ce que vous connaissez la durée maximale de rétention en Belgique, qui n'est pas vue comme un régime particulièrement antidémocratique? C'est 18 mois. La France a la durée maximale de rétention en centre de rétention administrative la plus courte de l'Union européenne. L'objectif n'est pas d'augmenter la durée de rétention pour l'utiliser au maximum. L'objectif est de faire en sorte de mieux accueillir celles et ceux qui doivent être accueillis, qui doivent être protégés. J'ai été maire pendant 10 ans. J'ai été maire pendant 10 ans d'une commune qui, sur son territoire, accueille, depuis encore plus longtemps, un centre d'accueil des demandeurs d'asile. Les personnes qui sont accueillies dans ce centre font droit, en tout cas déposent une demande d'asile. Certaines demandes sont acceptées, les personnes sont régularisées, tout se passe très bien. D'autres demandes ne sont pas acceptées. Ça se traduit par des placements en centre de rétention.
On vient d'entendre Marie Guévenot, Olivier Dussopt. Est-ce que ces chiffres ne vont pas obliger le gouvernement à infléchir la réforme de l'asile qui est en cours? Non, mais, premier point, on voit bien sur les échanges sur ce plateau à quel point c'est un sujet épidermique, voire un peu irrationnel, et sur lequel on a toujours, en tout cas moi depuis que je m'intéresse à la politique, ça fait une vingtaine d'années, des familles de pensée qui s'affrontent comme si c'était soit l'un, soit une France qui accueille tout le monde, soit une France qui refuse tout le monde. Je berce un peu dans la caricature, mais non, voilà. C'est pour ça que je le dis. Donc voilà. Vous faites la réunion, vous voyez, des deux bords du plateau. C'est en effet ce que. Non, mais attendez, je voulais pas polémiquer. Et sincèrement, moi, ce que je crois personnellement, c'est que moi, ces chiffres, ils me choquent pas tant par leur ampleur que par le fait que, encore une fois, 36% des demandeurs d'asile voient, mais je sais que vous avez un point de vue différent, mais 36% des demandeurs d'asile se voient avoir le statut de réfugié, ça me choque parce que ça signifie qu'il y a quelque chose de pas clair, de pas énoncé clairement. Donc, et c'est pour ça que je pense qu'il faut édicter des règles claires et qui soient connues d'un large nombre. Moi, j'ai accompagné le ministre de l'Intérieur en Albanie. C'est intéressant d'avoir ce que disent les Albanais, le Premier ministre albanais par rapport à notre politique. Le ministre albanais, lui, quand on lui dit, mais écoutez, comment on peut faire pour lutter ensemble contre une immigration de votre côté et une immigration de notre côté, il en est d'accord, parce qu'il considère qu'il y a une partie de sa population active, créatrice de richesse, qui sont des jeunes hommes qui pourraient participer à la dynamique économique de son pays, qui s'en vont, ça lui pose un problème. 2, il est candidat pour rentrer dans l'Union européenne, et le fait d'avoir beaucoup de ressortissants de son pays, parce que 7500, c'est peut-être pas beaucoup, mais chez eux, c'est beaucoup. Donc voilà. Ça compromet sa candidature, la candidature de son pays à l'Union européenne. Et voilà, ça c'est des vrais sujets aussi qu'il nous faut traiter, et sur lequel il me semble qu'avoir un pays comme l'Albanie, en effet, dont 6,5% des demandeurs d'asile sont effectivement éligibles au statut de réfugié, pose question. Après examen. Après examen, bien sûr. Pose question sur notre accueil. Donc voilà. Donc, moi, je suis favorable à ce qu'on on voit bien qu'aujourd'hui, les politiques dissuasives, ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça va mais je ne suis pas sûre que la politique une inflexion de sa politique. Qu'est-ce que vous appelez politique dissuasive? Une politique dissuasive. Oui, d'accord, mais concrètement, c'est quoi une politique dissuasive? Aujourd'hui, du côté, quand on parle au Premier ministre albanais, il considère que notre politique n'est pas du tout dissuasive. Non, mais et il nous dit, non, mais attendez. Il y a deux choses différentes. Monsieur, attendez, je finis parce que c'est intéressant. Le Premier ministre albanais, quand on lui dit, quand on parle de ce problème, il nous dit, écoutez, moi, je vais aller jusqu'au principe, je vais aller jusqu'à ma capacité à moi, pays souverain d'Albanie. Mais si vous ne réformez pas votre droit d'asile, si vous continuez à envoyer des signaux trop positifs, je ne pourrai pas retenir les Albanais. Mais ce n'est pas la question. La question, elle se pose. Non, la question, elle se pose dans un dispositif d'asile de premier accueil digne. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tout le monde va rester sur le territoire, mais ça veut dire que la demande d'asile, monsieur, selon la Convention de Genève, on examine chaque situation. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides l'a fait. Est-ce que la France a le droit de choisir qui vient sur le territoire français? En matière d'asile, non. La question, en matière d'asile, non, est-ce que la France doit choisir qui vient ou non? En matière de migration, est-ce que la France doit accueillir toute la misère du monde? Bien sûr que non. Est-ce que la France, avec le système social, vous pouvez vous taire? C'est l'Almanach Vermeau. On écoute Sébastien Meurant. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez imaginer le fonctionnement tel que ça, depuis des années effectivement, avec un système social qui est le plus généreux, des plus généreux qui soit? Stopper cette pompe aspirante. Le Premier ministre albanais dit qu'avec une telle pompe aspirante, puisqu'on loge, on soigne et on héberge. Donc c'est pas possible. Donc moi je suis pour tout simplement une reprise en main de la souveraineté nationale qui vient, qui a le droit de venir et qui n'a pas le droit de venir. Vous expulsez, vous n'avez pas parlé du tout. Vous avez parlé de 500 et quelques Albanais. Les autres, vous savez très bien qu'ils restent, puisqu'on expulse quasiment moins de 10% de ceux qui restent depuis des années, effectivement. Vous avez dit qu'ils devaient rester, monsieur. Non, mais vous n'avez rien dit.
Et vous n'avez rien dit. Je vous dis que le retour dans le pays d'origine ne me pose aucun problème s'il n'est pas contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Il faut voir les dangers qui menacent notre pays. Vous avez quand même bien vu qu'il y a des guerres, vous avez quand même bien vu qu'il y aura demain encore plus de phénomènes de migration. Et là, est-ce que c'est de l'intérêt des Français et de la France de continuer comme ça? Non. Donc, madame, je vous encourage à prendre des vraies mesures. On va donner la parole. Là, vous avez la responsabilité de ça. Osez faire les choses. Fabien Gay, allez-y, on ne nous a pas encore entendu. Ah ben oui. Non, mais j'écoute attentivement ce discours qu'on entend tous les jours à la radio et à la télévision, ben si, bien malheureusement. Non, mais bon, on le voit, voilà, de suite, on est sur des amalgames. Quel amalgame? Asile, migrants, il y a une certaine confusion, effectivement. Voilà, une confusion. Revenons sur l'asile. Aujourd'hui, on a un problème, 40 000 places d'hébergement, de centres d'hébergement. On en promet 7 500 entre 2018 et 2019. On sait que c'est nettement insuffisant pour accueillir dignement les gens, pour qu'on étudie leurs dossiers. La deuxième chose qui est en train de se produire, c'est vrai, le traitement des dossiers est en train de baisser. On est passé de plusieurs mois à 3 mois. Le président de la République avait dit 2 mois. Bon, un certain nombre d'associations disent, si on continue à mettre les moyens, il le faut. Il faut que les gens, quand ils arrivent, on puisse instruire très vite, alors, plus rapidement, en 2 mois, leur dossier. Dernière chose, un certain nombre d'associations disent, par contre, maintenant, se pose la question de l'enregistrement. Normalement, c'est 3 jours. On sait qu'à Paris, c'est 1 mois, et que dans certains départements, c'est plus long. Donc, plus on tarde à enregistrer les gens et à prendre leurs demandes, plus long est aussi l'instruction des dossiers. Donc déjà, est-ce qu'on est d'accord pour mettre les moyens, je dirais, là où il y a besoin? Et après, si l'autre débat, une fois que nous avons parlé de la question de l'asile, si on veut parler de la question des migrations, des réfugiés, parce que oui, il faut le dire, ça ne va pas s'arrêter. Quand il y a la misère et les guerres qui prolifèrent partout dans le monde, vous n'arrêterez jamais des hommes et des femmes qui aspirent à une autre société, à un autre changement. Autre chose, en 2050, on annonce 250 millions de réfugiés climatiques. Donc c'est bien une question hautement politique, il faut se mettre autour de la table. Non, je ne dis pas ça. Et alors, pardon, mais surtout, je n'ai pas de leçon à recevoir de vous, et surtout, pas d'amalgame, parce que vous savez, on fait peur aux gens. Mais vous savez combien on accueille en Europe sur ces 3% des centaines de millions de gens qui se déplacent partout dans le monde. 3% seulement accueillis en Europe. Et un certain nombre de gens se déplacent d'abord. Je voudrais aussi vous entendre sur la question des Dublinés, puisque ça a été un petit peu évoqué. On peut parler du Dubliné. Au nom du règlement de Dublin, il y a des demandeurs d'asile qui sont envoyés, et finalement ils reviennent rapidement. C'est pas les 70 000. Justement, perturbe la procédure. Le règlement Dublin, c'est pour les téléspectateurs, c'est un règlement dit de responsabilité et qui fait porter sur les États de première entrée le soin normalement d'examiner la demande d'asile. Bon, ça fait 20 ans que le règlement Dublin ne marche pas. Je veux pas vous abreuver de chiffres, mais je vais vous en donner un. En 2016, la France a fait 25 000 demandes de réadmission au titre de Dublin vers les autres pays européens. 1293 personnes ont effectivement été éloignées. Mais dans le même temps, les autres pays européens font la même demande à la France. Nous en avons accueilli 1253. Bien. Donc, le règlement dit de solidarité et de responsabilité Dublin ne fonctionne pas. Il faut absolument le réformer. Mais ça veut dire, évidemment, qu'il faut que l'ensemble des pays européens jouent la même partition. Or, le jeu le plus courant aujourd'hui en Europe, c'est le jeu de la patate chaude. Je te passe le problème et je ne le résous surtout pas. Et donc, nous avons ce défi de solidarité et de responsabilité. Mais nous en avons un autre sur lequel je veux insister. C'est celui de l'intégration. Madame, vous disiez tout à l'heure le chiffre de 36%, ça vous interroge. Eh bien, moi, je me félicite que depuis 3 ans, le chiffre de la protection en France soit en augmentation. Et c'est un chiffre en trompe-l'œil, parce que justement, la demande albanaise le fait baisser. Et je vous dis qu'en termes de reconnaissance, nous sommes encore derrière la plupart des pays européens. Et au-delà de cela, je crois que nous devons sortir, chère madame, de l'injonction en matière d'intégration et mettre les moyens. Je vais vous citer un exemple avec nos amis allemands. Nos amis allemands, quand ils parlent d'intégration, ils mettent les moyens.
Eh bien, par exemple, en matière linguistique, c'est 900 heures d'apprentissage linguistique pour les personnes qui arrivent en Allemagne. Nous sommes péniblement à 240 heures. Votre réponse, Marie-Ève. 240 heures pour 1/5 des personnes qui arrivent primo-arrivantes. Il y aura des mesures pour favoriser l'intégration. Parce que nous devons faire ensemble. Nous ne pourrons pas le faire. Marie Guévenoux. Mais bien sûr que oui, nous pouvons le La faire. réponse de Marie Guévenoux, s'il vous plaît, puisque vous l'interpellez directement. L'argent existe dans ce pays. Aujourd'hui, le contenu du projet de loi qui va présenter le gouvernement n'est pas connu, donc je ne vais pas commencer à spéculer. Mais nous parlons d'un projet de loi que personne n'a. C'est un co-animateur, en fait. Marie Guévenoux, allez-y. Donc je ne vais pas commencer à spéculer sur ce que contient ce projet de loi. Cela étant, il a un objectif qui a été plusieurs fois affirmé par le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, qui est de faire en sorte que les demandeurs d'asile soient mieux accueillis, que le dossier soit mieux instruit. J'ai bien compris. Que leur dossier soit mieux instruit, plus rapidement, qu'on obtienne des réponses plus efficaces et que du coup ils soient mieux intégrés. Et que également ceux qui en soient déboutés soient éloignés. Ce qui est juste un respect de l'état de droit. Jusque-là. Voilà. Et ça fonctionne pas, et on aimerait bien que ça fonctionne. Donc il me semble, non mais du coup, il me semble, mais encore une fois, je vais pas spéculer sur un projet que je ne connais pas. Il y a quand même des pistes, il y a quand même des choses. Bien sûr, il va y avoir des pistes sur l'intégration. Vous ne connaissiez pas en tant que parlementaire. Pas tout à fait, parce que le calendrier n'est pas. Non, il me semble que la consultation commence. Voilà, le projet de loi doit être présenté en Conseil des ministres, je crois fin février. Donc sincèrement, sur ma courte expérience de parlementaire, je peux vous assurer que ça me semble pas être un agenda particulièrement impressionnant. Est-ce que la question des Dublinés sera en prise en compte dans ce texte, Marie Guévenoux ? La question du Dubliné, elle a déjà été un peu évoquée à l'Assemblée, puisqu'il y a eu une proposition de loi présentée par le groupe Les Constructifs, qui a notamment défini dans notre droit le risque non négligeable de fuite. Voilà. Et encore une fois, je ne vais pas spéculer, mais sur l'intégration des demandeurs d'asile des réfugiés, madame, qui ont une protection de 10 ans. Oui, donc sur une meilleure intégration des réfugiés et une instruction plus rapide des dossiers de demande d'asile, oui, il y a des propositions qui vont être faites et c'est bien le sens du projet de loi qu'on souhaite présenter. Sébastien Meurant. Je voudrais dire que cette question, elle est fondamentale, elle est cruciale depuis des années, effectivement. La question d'immigration, on parle effectivement d'être humains et qui prennent des risques pour quitter leur pays parce qu'ils sont la proie des trafics. Et la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, le trafic d'êtres humains rapporte plus que le trafic de drogue et le trafic d'armes. Et la façon dont nous fonctionnons, nous, quelque part, eh bien, nous encourageons ces trafics. Et c'est pas demain que ça va s'arrêter dans la mesure où notre système social, il est effectivement très généreux. Quand vous êtes malien, que vous regardez, s'il vous plaît, quand vous êtes malien, que vous voyez que le RSA, mais ça fait rêver, c'est bien normal et c'est humainement, effectivement, c'est pas rigolo. C'est absolument pas rigolo. Et quand vous parlez de territoires français comme Mayotte, comme la Guyane, où vous avez un sénateur LREM qui parlait de génocide, de substitution. Parce que justement, là, vous avez effectivement... C'est pas la meilleure chose qu'il ait faite. C'est un fait, vous n'avez qu'à reprendre les bandes. C'est effectivement ces populations guyanaises, françaises, qui souffrent évidemment de l'afflux non contrôlé. Et vous le savez très bien, et là, vous allez me reprendre comme si c'était facile, il suffisait, on va intégrer, non. On parle de Mayotte, 75% des naissances sont des naissances illégales. C'est un autre sujet, 75%, mais c'est le même sujet. Les sujets, c'est les questions d'immigration, c'est les questions de notre système social. Est-ce que c'est l'intérêt des Français de continuer comme ça ? Est-ce que c'est l'intérêt des Français devant les graves menaces de l'autre côté de la Méditerranée ? Je pense à la transition qui inévitablement aura lieu en Algérie. Je pense à ce qui se passe au Moyen-Orient actuellement, qui se passera demain au Moyen-Orient. Je pense évidemment à l'explosion démographique de certains pays du Sud Sahel. Apparaît l'intégration. Effectivement, on parle de culture, et là, c'est là où on sera très différent, de culture française, de civilisation, de la grande culture. On arrive bientôt au terme de ce débat, Fabien Comment on se considère par rapport aux femmes, par rapport aux hommes. L'égalité homme-femme est un négociable. Mais c'est un négociable, mais vous savez très bien. Pour conclure ce débat. À Paris, vous verrez que des hommes, monsieur. Parce que cette égalité-là, elle est virtuelle, parce que je ne sais pas où vous vivez. Sébastien Meurant, pour conclure ce débat, très animé, on va donner la parole à Fabien Gay. Bien sûr. La République, toute la République. Oui, je savais, vous avez bien bafoué la République. Et vous vivez effectivement cette misère. On parlait des valeurs d'accueil de la France au début de ce débat. Je peux dire un mot ? Oui, allez-y, je vous donne la parole. Parce que c'est vraiment, je vous le dis, monsieur, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Parce que vous faites encore là des amalgames honteux. Vous continuez à jouer sur la peur
sur la division. Aujourd'hui, c'est l'immigration. Demain, on va s'attaquer aux chômeurs. On va dire, voilà, la fraude aux chômeurs, c'est 58 millions d'euros. La fraude, l'évasion fiscale, il y a c'est quelques 80 milliards d'euros. Vous savez, en France, je finis un chiffre. Attendez, je n'ai pas dit un mot. Allez-y, Fabien Gay, allez-y. Vous savez, on dit l'immigration c'est un coût. Oui, ça représente 68 milliards d'euros chaque année. Mais ça rapporte, vous savez combien ? 72 milliards d'euros. Parce que, oui, les immigrés, ce sont aussi des cotisants, des contribuables, et des consommateurs et des consommatrices. Et donc, qui rapportent, ils font partie de l'économie réelle. Et oui, le dernier rapport date de 2015 et montre qu'il y a plus de 4 milliards d'euros que l'immigration rapporte. Au service. Oui. Bien, merci Fabien Gay. On voit qu'on a du mal à avoir un débat serein sur cette question. Merci à vous Fabien Gay, merci Marie Guévenoux, merci Pierre-Henri, merci à Sébastien Meurant. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.